Salam alaikum, chers compatriotes, chers invités, chers journalistes. Dans ce propos préliminaire, nous voudrions vous témoigner de notre profonde gratitude et nos sincères remerciements pour avoir répondu à cette invitation de notre coalition Art Sénégal, alternative pour une assemblée républicaine. Mais avant de démarrer cet après-midi ici à Paris, au cours de laquelle nous nous adresserons à nos compatriotes de la diaspora et particulièrement celles et ceux de notre département, Europe du Centre, du Nord et de l'Ouest, ENCO. Nous souhaitons inviter l'assistance à se joindre à nous pour observer une minute de silence en la mémoire de nos compatriotes disparus à Dakar, à Bignona et à Ziguinchor dans le cadre des manifestations du 17 juin dernier. Mais également à tous ces jeunes Africains qui, il faut le dire, tués dans l'enclave hispano-marocaine Melilla le week-end dernier. Donc nous vous invitons, avant de démarrer cet après-midi, à observer une minute de silence. Avant de commencer mon propos, il est quand même fort important que les Sénégalais sachent qui s'adresse vraiment à eux. C'est la coalition, comme je le disais au début, Art Sénégal, alternative pour une assemblée républicaine. Et à travers cette coalition, j'ai la lourde charge et l'honneur d'être le porte-parole de notre département, ici, en Europe du Nord, du Centre et de l'Ouest. Et je me présente à vous, je suis Ali Bachili, et sans tarder, nos candidats titulaires se présenteront à vous et ils auront l'occasion de le faire. Mais je le disais tout à l'heure, vous le savez, face à ces images insoutenables et cette tragédie humaine de la semaine dernière qui se sont déroulées sous nos yeux, sans que les autorités africaines comme européennes ne puissent bouger le plus petit doigt. La coalition Art Sénégal, consternée, ne peut rester muette face à cette situation. Nous la dénonçons et la condamnons avec la dernière énergie. Cette indifférence de nos dirigeants et particulièrement celle de Macky Sall, qui est aujourd'hui le président en exercice de l'Union africaine. Nous réclamons une enquête internationale pour que toute la lumière soit faite dans cette tragédie afin de situer les responsabilités et de punir les auteurs. Bien évidemment, après ce mot de compassion et d'indignation, je m'en vais vous livrer notre lecture sur la situation socio-politique de notre pays, le Sénégal, au moment où nous échangeons la lecture de la coalition Art Sénégal. C'est vieux comme le monde. Vous le savez, les périodes électorales sont pour les acteurs politiques perfides les moments les plus propices pour duper nos compatriotes. Tout le monde le constate. L'ébullition du champ politique sénégalais depuis le 6 mai dernier, date du dépôt des candidatures aux élections législatives du 31 juillet 2022, semble le prouver à volonté. Aujourd'hui, le peuple, évidemment, se trouve pris en otage entre deux camps, qui étaient dans l'illégalité totale au regard du code électoral, il faut le dire. Et dans cette bataille de communication, savamment orchestrée, ces coalitions sont en train davantage de manipuler l'opinion. Le peuple sénégalais ne doit plus être victime des élucubrations de certains acteurs politiques. Ce peuple doit prendre ses responsabilités pour tirer le bon grain de l'ivraie. Alors, pire, la question qu'il doit se poser, ce peuple, est à quel moment on aura sur la place publique un débat d'idées sérieux, ficelé, écrit et chiffré, qui permettent de créer une alternative réelle et non une alternative politicienne comme nous les avons vécues en 2000 et en 2012. Nous ne voyons pas pour le moment l'ombre d'un projet.
En tout état de cause, le débat démocratique ne peut être confisqué au peuple par une caste politique. Empester l'espace médiatique, le pouvoir bâillonnant les opposants et une partie de l'opposition tombant dans le piège de ce pouvoir-là n'a jamais été un programme électoral. Encore moins un projet de société. Tous les candidats doivent être appelés à présenter leurs projets et leurs visions pour la prochaine législature. C'est cela qu'a fait la coalition Art Sénégal, vous l'avez vu. Cette coalition composée de personnes honorables et respectables, incarnées par nos leaders, lesquels ne sont plus à présenter. Je veux dire, Thierno Alassane Sall, l'ancien ministre, qui est notre tête de liste nationale, le docteur Abdourahmane Diouf, qui est le coordonnateur national de notre coalition. Je veux parler du jeune Thierno Bokoum, notre porte-parole. Je veux parler du juge Dème. Vous le savez, j'ai démissionné d'une justice qui a démissionné, qui est aujourd'hui avocat international à la Cour de la Haye. Je veux parler de l'honorable député Cheikh Omar Sy, de l'honorable député Théodore Chérif Montey et de la Benjamine de notre Parlement, Mariam Soda Ndiaye, l'honorable député. Et tant d'autres. Voilà les profils sur lesquels nous misons pour faire une nouvelle législature et un nouveau Sénégal. C'est pourquoi nous avons proposé dès le 10 juin aux Sénégalais un contrat de législature dénommé le 14-14. Ce contrat, bien sûr, est bâti autour de 14 axes majeurs, d'où son nom. Et ces axes majeurs sont déterminés comme suit. Nous parlerons du fonctionnement parlementaire, de l'efficacité parlementaire, de la redevabilité parlementaire, de la rationalité parlementaire, du patriotisme économique, du système éducatif, du Doomu Daara. On parlera des personnes à mobilité réduite, de la gouvernance foncière, de la souveraineté alimentaire, de la régulation, de la citoyenneté, la diaspora et le développement durable. Chers amis, voilà les points sur lesquels nous comptons travailler lors de la prochaine législature si nos compatriotes nous font confiance au soir du 31 juillet 2022. Somme toute, après ce préambule explicatif, je voudrais laisser l'honneur à nos 3 candidats, je dirais 2, parce que le 3e est retenu à d'autres obligations sur le terrain, Seydou Sow, qui n'a pas pu être avec nous, de se présenter à vous et se présenter à nos compatriotes du département ENCO, parce que, comme dirait le proverbe Wolof, Tungune du Tok, Nuy Natal. Le Soninké dirait, si vous me permettez d'aller beaucoup plus loin, Yimmel Lantesini, Yingumem Palais. Alors donc enfin, je ne peux pas clore ce propos introductif sans attirer l'attention de nos compatriotes sur la fameuse maxime d'Abraham Lincoln par rapport à ce que je disais au début sur le débat que nous nous confisquons, certains politiques veulent nous confisquer. Il disait, on peut tromper le peuple, une partie du peuple, tout le temps, et tout le temps une partie du peuple, mais on ne peut pas tromper tout le peuple, tout le temps. Je vous remercie et je laisse la parole à nos candidats. Le but de cette conférence de presse, c'est essentiellement de présenter notre coalition. Ali a commencé à le faire, mais surtout de présenter les candidats. Parce que si on se présente à une élection, il vaut mieux que l'on sache à qui on a affaire. Voilà. Donc je vais partir d'abord de mon parcours universitaire, de mon parcours professionnel et du parcours politique. Alors, j'ai la particularité, je dois le signaler avant de commencer, d'être le doyen, l'aîné de toute l'équipe. Je suis arrivé en France en 1978. Autant vous dire que j'ai traversé toutes les problématiques de la diaspora sénégalaise. D'abord, mon parcours universitaire s'est fait essentiellement à Lyon, où j'ai obtenu le DEC, la licence et la maîtrise en AES, Administration économique et sociale, à l'Université de Lyon 2. J'ai poursuivi pour m'inscrire à l'IAE, Institut d'administration des entreprises, pour un 2SSS, c'est-à-dire un diplôme d'études supérieures spécialisées, gestion des entreprises, à l'Université Lyon 3.
Par la suite, parce que comme je voulais essentiellement me destiner aux affaires, je suis entré à l'Institut de préparation aux affaires à Toulouse. Le parcours professionnel, là aussi essentiellement à Lyon, parce que j'ai fait au moins 12 ans à Lyon. J'ai été employé assistant administratif dans la Chambre de commerce de Lyon, où je m'occupais essentiellement des investissements, des appels d'offres, etc., qu'on devait faire en Afrique et notamment au Sénégal. Par la suite, j'ai créé une société qui s'appelait Transexport à Lyon. C'était pour aider les gens à exporter en Afrique et au Sénégal en particulier. Par la suite, j'ai intégré le Parti socialiste français. Parce que l'UNEF, Parti socialiste français, etc. et tout, avaient des liens assez rapprochés à l'époque. Et par ce biais également, je suis rentré à SOS Racisme, à l'époque de Fodé Silla et de Harlem Désir. Ceux de ma génération certainement connaissent SOS Racisme, qui a eu beaucoup à défendre les immigrés et surtout à lutter contre le racisme, parce que c'était l'époque où Le Pen commençait à avoir de la force, quoi. Voilà, ça c'est mon parcours professionnel, universitaire et politique. Je vais m'arrêter là en attendant de revenir sur le contrat de législature, parce que ça c'est important, hein. Tous les 3 candidats, nous aurons à intervenir là-dessus. Et également, j'aurai à revenir pour un peu développer les thèses qu'Ali a lancées dans son texte introductif. Voilà, pour nous prononcer sur l'actualité politique, etc. Voilà. Sur ce, je vais donner la parole à notre candidate Mariam Gueye, titulaire. Hein. Je précise qu'on est... Je suis candidate aux élections législatives du 31 juillet 2022 avec la coalition Ars Sénégal, donc pour le département de l'Europe du Nord, de l'Ouest et du Centre. Donc ma motivation, ma seule motivation, c'est l'amour de mon pays, voilà, qu'est le Sénégal et le bien-être de mes compatriotes. Comme beaucoup d'entre vous, après avoir décroché mon diplôme en gestion hôtelière et touristique à l'université Cheikh Anta Diop, j'ai dû émigrer en France pour d'abord suivre une alternance dans le même domaine. Donc chemin faisant, presque 2 décennies se sont écoulées. Et comme bon nombre d'entre vous, je suis désormais partagée entre mon pays, le Sénégal, ma mère patrie, et mon pays d'accueil qui est la France, où je travaille et vis avec ma famille. De par ce parcours, j'ai été confrontée à toutes les sortes de difficultés que nous, autres Sénégalais de l'extérieur, rencontrions. Cela est à l'origine de mon engagement pour la communauté de manière générale et particulièrement en politique. Je suis une des responsables du bureau exécutif national du mouvement Agir, dirigé par l'honorable député M. Thierno Bocoum, à qui je rends un grand hommage. Le 31 juillet, vous êtes de nouveau appelés à désigner vos représentants à l'Assemblée nationale. Cette élection est la seconde depuis que les Sénégalais résidant à l'étranger ont obtenu le droit de vote aux législatives. Ce droit doit être utilisé à bon escient. Nous avons tous expérimenté l'absence de l'État quand nous avons eu besoin de nos droits fondamentaux, déclaration de naissance, renouvellement de passeport, etc. Nous avons tous dénoncé le manque de transparence dans la gestion des fonds européens, d'aide au retour des migrants, dans la gestion des fonds Covid destinés à la diaspora, dans l'octroi et le renouvellement des bourses d'études, etc. Nous souffrons tous des taxes imposées par l'État aux compagnies aériennes, faisant du Sénégal une des destinations les plus chères au monde, nous privant ainsi de nombreuses fois à rendre visite à nos proches au Sénégal. Nous devons être plus exigeants, chers compatriotes. Nous devons aller voter massivement. Voter pour une vraie rupture. La diaspora doit se liguer en un seul homme et en vrai contre-pouvoir. Nous pouvons nous liguer tous ensemble et constituer
un important poids électoral. Alors seulement, nous pourrions peser et faire bouger les choses pour de vrai. Nous devons tous dire non. Non à l'amateurisme et au statu quo. Non au reniement. Non au recyclage des artisans du système dans un faux antisystème. Chers compatriotes, le 31 juillet, sortons tous, sortons voter, soyons exigeants. Non, soyons exigeants pour avoir une assemblée de rupture. Cette assemblée de rupture ne peut être matérialisée que par de dignes et loyaux représentants. Ces valeurs sont à l'origine de la charte et de la naissance de la coalition Art Sénégal. Notre coalition vous propose 14 réformes majeures dans son contrat de législature, 14 réformes pour la 14e législature de rupture. Permettez-moi de mettre un accent particulier sur la rationalité parlementaire. De 1. En effet, nous constatons que plusieurs lois sont votées et mises en œuvre sans produire les effets escomptés. Elles ont été mal conçues et mal exécutées. Lorsque les parlementaires issus de l'opposition veulent procéder à leur suivi et à leur évaluation, ils rencontrent des blocages de tout genre de la part de la majorité parlementaire. Nous constatons que les commissions d'enquête parlementaires devraient constituer l'un des plus importants instruments de contrôle de l'action gouvernementale. Mais leurs rapports sont soumis à des restrictions et restent le plus souvent des documents internes à l'institution. Nous constatons que le pouvoir exécutif use et abuse des procédures d'urgence devant l'Assemblée nationale. Cette procédure escamote le débat public national sous le prétexte d'une urgence qui ne se justifie pas toujours. Face à ces constats, nous nous engageons dans la mesure des prérogatives dévolues à l'Assemblée nationale, d'évaluer l'élaboration, la mise en œuvre et les résultats obtenus de toutes les lois, projets, programmes et politiques importants dans une perspective d'efficacité et d'optimisation des ressources publiques. Nous évaluerons donc la loi sur la réduction des loyers, l'acte 3 de la décentralisation, les bourses familiales. Nous nous engageons aussi à démocratiser et à faciliter les procédures de saisine pour déclencher des enquêtes parlementaires en faisant en sorte, par exemple, que la signature de 10 députés soit requise pour mettre en marche la machine. Nous nous engageons à rendre obligatoire la publication des rapports établis en termes des enquêtes parlementaires, à clarifier les matières des dossiers à soumettre à la procédure d'urgence par le président de la République. Cela obligera le pouvoir exécutif à utiliser de façon sincère et rationaliser cette procédure pour les urgences réelles. Chers compatriotes, ceci n'était qu'une partie du contrat de législature que Art Sénégal vous propose. Je vous incite à le consulter massivement et à le vulgariser. Merci à tous. Voilà, je vais passer la parole à Marianne Traoré, qui représente ici Seydou Sow, le 3e candidat titulaire, qui est actuellement empêché d'être là, mais il est en activité sur le terrain, et c'est important aussi. Je suis chargée de communication pour Monsieur Seydou Sow. Donc aujourd'hui, je vais le représenter et retranscrire en fait le message qu'il avait à vous donner, parce qu'il tenait quand même à ce que l'on vienne, moi et mon compère Monsieur Sadio Ba, qui est aussi porte-parole en son nom. Donc voilà, il a été décidé que c'était moi qui allais retranscrire le message. Alors déjà d'une, il tenait à s'excuser auprès des candidats, auprès de toutes les personnes qui sont là, pour vous dire qu'aujourd'hui, toujours au nom de Art Sénégal,
Donc il est parti vous représenter auprès d'une association, alors c'est la Coupe nationale des quartiers, pour laquelle il avait fait l'ouverture pour les matchs, et aujourd'hui c'est la fermeture, donc la clôture du tournoi. Par rapport à ça, il y avait l'engagement qui était tenu, donc il ne pouvait pas se défaire de cet engagement. Là-bas, il doit en plus être, d'être invité d'honneur, il sera en compagnie du maire et de Alioune Cissé. Donc voilà, pour ce qui est de cette partie-là. Alors, maintenant, moi, je vais vous retranscrire en fait son message. Alors déjà, vous décrire un peu son parcours et pour que vous ayez quand même... il tenait vraiment à ce que l'on vienne pour vous passer ce message. Donc voilà. Donc, comme bon nombre d'entre vous, il a eu un parcours universitaire en grande partie en France, mais aussi au Sénégal. Il a commencé à travailler à l'aéroport Charles de Gaulle, où il a occupé une fonction de superviseur de manager. Il a été aussi cofondateur et directeur de la chaîne Télémen au Sénégal. Il a également été responsable d'exploitation dans le domaine du transport logistique. Mais une de ses réalisations vraiment à laquelle il tient vraiment, c'est une société qu'il a créée, une entreprise, au nom de MVA, dont la définition est marche vers l'autonomisation. Alors cette entreprise accompagne des femmes en leur octroyant, il leur octroie une contribution qui leur permet de mettre en place une activité, plus particulièrement sur les marchés. Et à l'heure d'aujourd'hui, il a permis, à travers cette entreprise, des nanocrédits pour aider à financer plus de 1100 femmes au Sénégal. Donc voilà, donc il était important pour lui de vous faire part des réalisations. Des réalisations qui ont été faites et qui continuent d'ailleurs, ça ne s'est pas arrêté. Alors, concernant son parcours politique, alors, déjà, il voulait éclaircir quelque chose, parce que c'est quelque chose qui le suit et dont beaucoup se posent des questions. Effectivement, il a fait partie du parti Fenoueti, avec notre président, M. Macky Sall, et il tenait à préciser qu'il ne faisait plus partie de ce parti. Voilà. Donc aujourd'hui, vraiment, il est complètement intégré à Art Sénégal. Donc ça, il tenait à ce que ce soit clair. Donc concernant son parcours politique, alors il faut dire que son expérience a été riche, puisqu'il a contribué à l'élaboration et à la mise en œuvre de nombreuses stratégies de campagne, qui ont toutes réussi d'ailleurs. Mais aujourd'hui, cette politique, en fait, on va dire de ses anciennes collaborations, en fait, ne lui conviennent plus. Mais en plus, il voit qu'elles ne conviennent plus à ses compatriotes qui vivent en France et qui ont des problématiques qui ne sont pas entendues. Et donc, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, il a décidé de les représenter et d'être lui aussi candidat en tant que député de la diaspora. Alors, concernant ses compatriotes, toujours, il voulait parler de la redevabilité parlementaire et du chapitre 3 de notre contrat de législature et naturellement de notre programme concernant la diaspora. Donc ça, c'est la raison pour laquelle vraiment il tenait à ce que je sois là et que je puisse retranscrire tout ça et que sa voix, même s'il n'est pas là, soit entendue à travers moi et M. Sadio Ba. Alors, concernant les problématiques qu'il a pu soulever, il a pu constater, parce que lui-même, il a été entrepreneur en France ici, et investisseur, et il est bien placé pour constater le parcours difficile que peuvent avoir en fait les Sénégalais de la diaspora, et surtout le fait que entreprendre entre ici et le pays est toujours très problématique, parce qu'on rencontre souvent beaucoup de difficultés.
malgré l'énorme contribution qu'il a pu constater de la diaspora dans le PIB national, il voit qu'aucune place ne lui est faite, dans le Code des investissements plus particulièrement, donc, dont ce dernier texte est taillé pour les multinationales et les multimilliardaires. Et là, il veut que ça change. Donc, Monsieur Sedouso, pour être plus précise, propose la révision du Code des investissements pour donner à la diaspora sénégalaise qui vit en Europe la place qu'elle mérite à la table des investisseurs. Il veut qu'elle soit représentée. Donc, pour ce qui est de la redevabilité, il a aussi constaté que les députés ne rendent pas compte de leur travail. Et de leur travail qui soit surtout sur le plan parlementaire, aux mandataires sénégalais qui sont censés être représentés. Donc, ce qu'il veut, c'est que ça change. C'est-à-dire qu'il y ait un vrai échange et qu'à partir de maintenant, en fait, que leurs paroles soient entendues et qu'ils deviennent acteurs et non plus spectateurs des décisions. Donc, il compte rendre obligatoire la reddition de comptes à ses mandants. Cette obligation sera rendue effective à travers la tenue à chaque bimestre d'une séance de redevabilité parlementaire avec la presse sur les travaux de l'Assemblée nationale. Il proposera également la création d'une chaîne parlementaire qui permettra les débats à l'Assemblée dans le respect de la transparence et de la pluralité de ses différentes composantes. Moi, ce contrat, malheureusement, n'a pas eu beaucoup de presse. Ça n'a pas été très commenté, ni au Sénégal, ni dans la diaspora, et c'est très important pour nous. Alors, les propositions de loi que Art Sénégal va proposer se situent sur deux points essentiels, deux aspects essentiels. Elle l'a souligné tout à l'heure, la transparence et la redevabilité. Alors, pour la transparence, on propose effectivement que la commission comptabilité et contrôle soit attribuée à l'opposition. En fait, la cellule financière du Parlement doit revenir à l'opposition. Et ça, ce serait une très grande innovation pour un grand souci de transparence. Il y a aussi l'attribution de droits, c'est-à-dire que ce soit inséré dans les règlements intérieurs, de 2 postes de vice-président qui doivent revenir à l'opposition également, pour favoriser une large participation de tout le monde, et surtout le renforcement de la participation de l'opposition. Parce que le système actuel, tout est basé sur la majorité. Et quand cette majorité est mécanique, tout coule de source. Cette 13e législature est passée 5 ans durant sans qu'il y ait aucune proposition de loi émanant des députés. C'est pour vous dire. Il y a aussi le fait de demander la réduction, pour créer un groupe parlementaire, la réduction du nombre de députés à 10. Ça, c'est important, non seulement pour élargir le nombre de groupes, mais aussi pour favoriser la participation dans les débats, etc. Parce que le rôle des groupes dans l'Assemblée nationale est très important. Si on réduit le nombre de députés à 10, ça peut être quelque chose de très bon, et surtout toujours dans ce souci de transparence. Alors, on risque aussi, on va essayer aussi de demander de porter une proposition de loi pour interdire le cumul des mandats. Et ça, c'est une très grande innovation, interdire le cumul des mandats, parce que, d'abord, en partie, ça va lutter contre l'absentéisme, et puis surtout, c'est un souci de redevabilité. Quand on est député, on est député. On ne peut pas être député maire, député ceci, député cela, etc. Le député doit remplir sa fonction essentiellement et pleinement. Voilà. En ce qui concerne la redevabilité, et ça, c'est une autre innovation. C'est-à-dire faire une proposition de loi pour mettre en place un système de suivi et évaluation du député,
qui sera, ça fera l'objet d'un rapport, hein, qui sera divulgué non seulement au niveau de l'Assemblée, mais aussi divulgué au niveau de la presse. Parce qu'il faut que nos mandats, hein, soient renseignés régulièrement de ce que le député fait, quel est son travail. Et ça aussi, ça participe de la volonté de créer une chaîne de télé parlementaire qui sera diffusée en direct, hein, pour les travaux de commission, pour les plénières, etc. et tout, permettre à l'opinion, permettre aux populations qui ont élu les députés de suivre le travail. Comme ça, la transparence et la redevabilité, c'est-à-dire on verra quels sont les députés qui travaillent et quels sont les députés qui ne travaillent pas. Une autre grande innovation, c'est vraiment porter un projet de loi pour ce qu'on appelle les Domudara. Il faut que les Domudara, pour enfin, soient insérés dans la République. Et quand je dis Domudara, c'est tous les arabisants, etc. Parce que parmi eux, il y a de très grands intellectuels, mais c'est parce qu'ils ne parlent pas français qu'ils sont écartés des fonctions publiques. Et dans cette proposition de loi, hein, on essaiera de voir comment les insérer dans la fonction publique. Comment, justement, organiser les daras, hein, dans le système éducatif, intégrer les daras dans le système éducatif, que les maîtres coraniques là soient rémunérés, etc., etc. Voilà. J'en viens à la partie qui nous intéresse, nous, la diaspora. Vraiment, bon, les uns et les autres en ont parlé. Mais moi, je veux ressortir une idée phare, une idée centrale, qui est la création, porter un projet, une proposition de loi pour aboutir à la création d'une banque de la diaspora, une banque d'investissement et de crédit de la diaspora. Parce que nous tous ici, nous savons, moi je suis bien placé, parce qu'à l'époque où je venais en France, il n'y avait pas de magasins exotiques. On allait pour avoir du bon riz, on refusait l'oncle Benz pour acheter les riz qui servaient aux oiseaux, parce que c'était le tiers boussel. Alors, les choses ont changé, mais ont changé à notre défaveur. Ce sont les Asiatiques qui occupent notre marché alimentaire ici. Et ce n'est pas normal, quand on a besoin de notre diède, d'aller voir un Asiatique pour nous vendre. Et ça, non seulement ça participe de la création d'emplois, mais si les Asiatiques, si les autres arrivent, et surtout les Maghrébins, arrivent justement à se saisir de ce marché-là, c'est parce qu'ils ont l'appui de leur banque sur place, une banque étrangère. Il y a des banques chinoises ici, il y a des banques marocaines, Atidiari Wafa Bank, tout le monde connaît, ils sont obligés même de nous ouvrir à nous des comptes, etc., pour pouvoir intervenir. Mais eux, ils financent le compatriote marocain pour acheter ceci, pour acheter cela, etc. Et au niveau des investissements, nous avons quand même à récupérer beaucoup de choses. On en a parlé sur le plan du transport aérien. Pourquoi ne pas proposer, hein, à Sénégal de faire un charter, hein, ou bien de créer une compagnie charter pour baisser le coût des transports, et surtout pendant les périodes de vacances. Le rapatriement de corps, c'est entre les mains des étrangers. Quand il y a un corps, etc., on se cotise par-ci, par-là, pour pouvoir aller donner ça, hein, aux agences funéraires étrangères pour évacuer nos corps. Mais ça peut revenir. Regarde l'argent fou qu'on perd dans les transferts d'argent. Il n'y a rien, hein, qui appartienne aux Sénégalais, enfin, aux Sénégalais, je ne parle pas des autres Africains. Mais il n'y a rien, quand même, ce n'est pas diable, hein, d'avoir une plateforme de transfert d'argent, hein, pour concurrencer Western Union, etc. et autres. C'est quand même, voilà. Et ça, il nous faut une institution financière bancaire, hein, pour financer tout ça. Pour financer tout ça. Bon, je peux le développer. Hein. Alors, ce que je veux dire, c'est que, hein, ce n'est pas quelque chose qui est sorti comme ça de nulle part. C'est un projet que la diaspora a porté depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Et j'espère quand même, hein, que Art Sénégal sera la coalition à l'Assemblée nationale qui va finaliser et créer ce projet-là. Parce que ça va beaucoup changer. Nos compatriotes ici, pour ouvrir des magasins exotiques, des salons de beauté, de ceci, de cela, etc. et tout, parce qu'ils sont financés. Et cette banque-là appartiendra à la fois à la diaspora, aux étrangers, enfin aux immigrés et à l'État. Voilà. La faisabilité a été vraiment bien conçue. Il ne reste plus que la volonté politique. Et cette volonté politique-là, à Sénégal, vous la portez à l'Assemblée nationale et même plus loin. Merci. Je pense que nous pouvons
maintenant ouvrir les débats et laisser aux journalistes, l'assistance, de poser les questions qui vous semblent adéquates par rapport à la coalition Art Sénégal et ce que nous vous proposons. Je pense que dans ces réponses-là qui vont arriver, Doyen a résumé pratiquement ce qu'il fallait. Je l'ai dit dans le début de mon propos. Aujourd'hui, le débat politique tourne autour des listes qui sont annulées, autour de telle personne n'aime pas telle personne, mais on n'a pas vu sur la table une proposition. Aujourd'hui, c'est Art Sénégal qui fait cette proposition-là sur 14 points. Voilà, les débats sont ouverts. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, le micro est ouvert. Cheikh Anta Diop, quand il dénonçait quelques saïsaïnismes de la part du parti de Léopold Sédar Senghor, les temps ne sont plus les mêmes. Vous avez la chance de trouver une démocratie forte, une démocratie exemplaire. Et nous aimerions que le 31 juillet, tout se passe pour le meilleur du monde, que tout se passe bien, dans le calme, dans le respect. La question, elle est claire. La première, comment un grand homme comme Ousmane Sonko, par exemple, qui dépose une liste pour les législatives, comment eux, ils peuvent commettre des erreurs poussant le pouvoir en place à effectivement recaler leur candidature? Comment la coalition s'est piégée elle-même? La deuxième question, est-ce que vous êtes, vous, disposé aujourd'hui, si jamais Macky Sall l'emportait en démocrate, à ne pas sortir en disant il y a eu des trucs, dans la mesure où si Macky Sall l'emportait, dans la transparence, dans la sagesse, sans tricher, est-ce que vous, coalition telle que vous êtes, vous seriez disposé à ne pas perturber la vie sociale sénégalaise? De même, si c'est vous qui gagnez, si c'est l'opposition qui gagnait, dans la transparence, dans le sérieux, dans la sagesse, est-ce que le côté gouvernemental serait disposé à ne pas non plus saboter? C'est-à-dire tout faire pour ne pas rendre le Sénégal ingouvernable. Je m'appelle Cheikh Silla, je suis de Info 15. Alors j'ai un petit souci parce que c'est vrai tout ce que vous venez de dire sur le contrat de législature est assez intéressant, mais j'estime en tant que candidat de ce département que ce que vous devriez, n'est-ce pas, nous présenter en tout cas en profondeur pour que ça puisse intéresser vos éventuels électeurs devrait plutôt s'orienter vers, n'est-ce pas, des propositions qui concernent directement ce département. Mais bon, vous avez un peu insisté sur ce qui s'est déjà dit à Dakar. Aujourd'hui, avec l'ère du numérique, ne pensez pas que vous nous informez. Pour moi, ça, ce n'est pas une information. Ce que nous attendions donc de vous, c'est que vous nous donniez, n'est-ce pas, vos propositions. Doyen l'a fait en parlant, n'est-ce pas, de la banque de la diaspora. L'autre candidat a parlé un peu de la cherté des billets. Mais voilà concrètement ce que, en tout cas, personnellement, j'attends de vous. Donc, je vous repose la question. Quelles sont vos propositions, s'il y en a d'autres, bien sûr, que vous allez nous amener pour peut-être améliorer les conditions de vie des Sénégalais qui sont dans votre département? Voilà. J'avais aussi deux questions. La première concerne le nombre des députés à l'Assemblée nationale. Il y a eu quelques discussions sur la question de savoir s'il fallait augmenter ou pas le nombre de députés élus à l'Assemblée. Et finalement, je pense qu'on a renoncé à augmenter le nombre et que le nombre de députés qui a été élus pour certains départements à l'étranger a été revu à la baisse. Quelle est la position de Art Sénégal sur ça? Quel est votre mot à dire en tant que département, en tant que circonscription étrangère sur ce point-là? Ma deuxième question concerne les enjeux de ces législatives. Donc on pense qu'il y a un enjeu présidentiel derrière, que le pouvoir pourrait, si jamais il obtient une majorité, tenter un troisième mandat. Pensez-vous que c'est le cas? Et quelle serait votre position le cas échéant? Merci.
Je vais laisser à notre candidate Mariam Gueye répondre aux deux dernières questions de M. Thiam. Mariam. La première question, c'était... Alors, sur les deux dernières questions, me semble-t-il, M. Thiam parle des enjeux de cette élection législative. Il disait que les Sénégalais, dans l'inconscient populaire, pensent que cette élection peut être une porte ouverte pour Macky Sall pour briguer un troisième mandat à la présidentielle. Et si c'est le cas, quelle est la position de Art Sénégal? Je pense qu'il ne faut pas rentrer dans la psychose par rapport à cette question de la troisième mandature de Macky Sall. Je pense qu'au moment où il va se déclarer aux yeux du monde directement en communiquant avec nous, parce que moi, je reste factuel. Je reste factuel dans le sens où, quand Macky Sall, il avait pris la parole à la télé devant tout le monde, avec ses ministres, il avait déclaré qu'il était à sa dernière candidature. Donc, pour moi, il n'y a pas besoin d'aller plus loin dans cette question-là. Quand on y sera, on va répondre politiquement sur le terrain. Voilà, sur les propositions par rapport à la diaspora, il est vrai que dans le contrat de législature, on a pris quelques points essentiels. Hein, mais derrière, il y aura tout un programme qui serait long et fastidieux d'énumérer ici. Je donne seulement quelques exemples. Parce que surtout que j'ai été à Dakar et j'ai eu l'occasion de discuter un peu avec quelques leaders. Et il y a une idée qui commence à émerger en ce qui concerne la diaspora, que j'ai proposée d'ailleurs. Première des choses, une fois à l'Assemblée, et surtout si on a la majorité, ce qui implique pas mal de choses, il faudra qu'il y ait les assises de la diaspora. Alors, quand je dis la diaspora, nous considérons qu'il y a des diasporas. C'est pourquoi il faut regrouper tout le monde dans ce qu'on pourrait appeler les assises de la diaspora, parce que les réalités de la diaspora aux États-Unis ne sont pas les mêmes en Europe, etc., etc. Et surtout, quand on parle de diaspora, souvent, beaucoup pensent à l'Europe, à l'Occident. Alors que la grande diaspora sénégalaise se trouve en Afrique. La grande, et de manière très majoritaire, se trouve en Afrique. Et cela, il faut en tenir compte. Donc, ces assises de la diaspora-là feront que, effectivement, on pourra vraiment cerner toutes les problématiques de la diaspora et de trouver des solutions. Une autre idée aussi qui avait émergé, c'est que ici, en France, on n'a pas ce qu'on pourrait appeler un centre culturel sénégalais. Pourquoi les Français ont des centres culturels un peu partout en Afrique, et nous, on proposerait certainement, tout ça c'est dans le programme, le vaste programme qui a été étudié, etc. On a pris uniquement des points essentiels. Parce que, encore une fois, il s'agit d'un contrat de législature, pas un contrat de gouvernement. Si c'était un contrat de gouvernement, parce que ça sera appliqué par un gouvernement. Voilà. Donc, créer une maison du Sénégal ici. Créer une maison du Sénégal pour recueillir toutes les activités culturelles de la diaspora. Il y a certaines mesures aussi qu'on pourrait prendre, et ça a été développé, mais pas beaucoup. Ça a été dit, mais pas développé dans le contrat de législature. C'est toutes les facilitations pour les retours des éléments de la diaspora, des Sénégalais immigrés. Facilitation foncière pour leur permettre de construire la maison. Facilitation douanière, et Seydou l'a évoqué, Madame l'a évoqué tout à l'heure, facilitation pour leurs investissements. Au Sénégal. Et tout ça, toutes ces facilitations-là, parce que la diaspora envoie beaucoup, ça tout le monde le sait, mais malheureusement, ça destine aux familles. Il faut maintenant orienter tout ce que la diaspora, enfin une grande partie, vers l'investissement productif pour créer des emplois. Avant de redonner la parole, je veux juste insister sur la réponse compléter la réponse de Mariam Gueye en ce qui concerne les enjeux. Effectivement, c'est une question qui se pose. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, c'est un contrat de législature, mais pas un contrat de gouvernement. Macky Sall, sa position, parce que c'est pas clair, bon, pour ne pas trop m'appesantir là-dessus, mais on sait une chose, c'est que Macky Sall, parfois,
Et quand il signale à droite, c'est pour tourner à gauche. Ça veut dire quoi? Macky Sall peut être tenté, parce qu'il a posé des actes forts, de se représenter, d'utiliser cette majorité qu'on lui aurait donnée, hein, pour passer par l'Assemblée. Mais si le peuple fait du troisième mandat un référendum durant... Un référendum, c'est-à-dire un point focus, quoi, hein, sur pour ou contre le troisième mandat de Macky Sall. Si le peuple saisit cette occasion des législatives pour faire un référendum sur ça, et il répond non, c'est-à-dire, en conséquence, c'est à l'opposition tout entière qui donnera la majorité. Et dans ce cas, effectivement, on aura une période de transition. On aura une période de transition, parce que dans ce cas-là, il faudra négocier forcément avec Macky Sall. Parce que la Constitution, là aussi, n'est pas très claire. La Constitution nous dit, le président de la République définit la politique de la nation, le gouvernement, le Premier ministre, conduit et exécute la politique du gouvernement. Donc, dans ce cas-là, il y aura forcément une partie de négociation pour pouvoir gouverner ce pays-là. Et c'est dit une chose, que Macky Sall est dans une position inconfortable, parce que c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal qu'un président organise des élections législatives alors qu'il doit partir dans 2 ans, enfin dans 16 mois d'ailleurs. Ça veut dire quoi? Pourquoi lui donner une majorité? Pourquoi demander une majorité alors qu'il doit partir? Parce que, je l'ai dit et je le redis, Macky Sall en 2024 partira par la grande porte ou sera défenestré à travers la fenêtre. Et aujourd'hui, en fait, pour pouvoir connaître les problématiques de nos compatriotes, il faut quand même aller sur le terrain et discuter avec eux. Il ne s'agit pas de bureaucrates qui sont dans leur bureau et qui vont vous dire que ça se passe comme ça se passe comme ça. Là, aujourd'hui, par exemple, je sais que Sédou, quand on va lui parler d'entrepreneuriat, eh ben, il va aller dans les salons où il y a des entrepreneurs sénégalais. Il va discuter avec eux. Il va, faire une liste de leurs problématiques. Quels sont les problèmes qu'ils ont rencontrés? Moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui nous ont fait part de leurs problèmes administratifs, de leurs problèmes quand ils essaient de récupérer leurs marchandises au Sénégal, où le parcours est complètement chaotique, puisqu'ils ne sont pas considérés. Or, ces personnes-là contribuent fortement au PIB du Sénégal. Donc, comment ces personnes-là peuvent être négligées? Ces personnes aussi qui sont, pour moi, des représentants, en fait, même du Sénégal, au-delà, même s'ils sont en Europe, ils ont le droit à la parole, ils ont le droit d'être, qu'on prenne en compte, en fait, ne pas être négligés. Parce que ils ont toujours, en fait, dans cet esprit, quand ils sont là, de contribuer au développement de leur pays. Et nous, on en a beaucoup d'entrepreneurs qui nous ont dit, mais nous, ce qu'on veut, c'est aider nos frères qui sont, par exemple, au Sénégal, à leur transmettre, en fait, notre savoir-faire. On leur permet pas. On leur permet pas parce que même quand ils vont enclencher des démarches ou autres pour le faire, la porte elle est fermée. On va vous renvoyer de bureau en bureau, de personne en personne, et finalité, qu'est-ce qui se passe? Ils abandonnent. Et ça, je sais que Sédou, de ce côté-là, il a dit que ça, il veut y remédier. Parce qu'on ne peut plus continuer, en fait, quand on a des personnes qui veulent contribuer au développement et aider les jeunes à créer leurs activités, même au-delà de la France, que ce soit qu'il y ait des partenariats, même au niveau du pays, entre la France et ici, on ne leur permet pas. Et Sédou, il est beaucoup dans cette optique-là. C'est-à-dire que quelle que soit la problématique qui est traitée, il va aller voir directement les personnes qui sont concernées, comme par exemple les sans-papiers. Les sans-papiers qui ont des problèmes administratifs. Le Sénégal, mais qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'on les aide sur le plan administratif? Est-ce qu'on les accompagne quand ils ont la barrière de la langue, quand ils ont la barrière même administrative? Parce que sur le plan administratif français, on ne les considère pas forcément. On va leur dire d'attendre qui est ceci ou cela, mais on ne prend pas en compte leurs problématiques. Pourquoi nous qui sommes là, on n'est pas capable d'avoir une administration qui soit capable de le faire? Donc on va répondre aux questions de doyen par rapport à une éventuelle, que je n'espère pas, victoire de la majorité. Ars Sénégal a été responsable depuis le début. On est une opposition calme, sereine. Tout ce qu'on fait, on le pose, on respecte la loi. En gros, on respecte la loi. On était contre le parrainage. On s'est battu contre le parrainage. Quand la loi contre le parrainage est passée, on s'y est plié. On a fait toutes nos démarches, on a fait nos listes comme il se devait, on n'a pas dormi, on a fait tout ce qu'il fallait, on a été très sérieux, donc on est sorti gagnant de cette étape-là. Donc une fois
que Macky Sall gagne démocratiquement, on s'y pliera. On s'y pliera. Juste pour compléter ce que disait Mariam, peut-être que cette étape, vous ne l'avez pas loupée. Elle l'a dit en filigrane, mais sur toutes les listes qui ont été déposées, celle qui n'a pas eu de problème, c'est la liste Art Sénégal. On était prêts dès le premier jour où les dépôts étaient ouverts. C'est l'administration sénégalaise qui nous a même demandé de retourner chez nous et d'attendre qu'ils nous rappellent, tellement que nous étions à l'heure. Donc ça prouve le sérieux de cette coalition-là. C'est pourquoi, au début, ce n'était pas anodin. J'ai cité nommément les leaders qui composent cette coalition-là. Et derrière ces leaders-là, il y a des hommes, des femmes et des hommes qui sont en capacité d'arriver aux responsabilités si ces responsabilités de notre République, le Sénégal, leur est confiées. Et donc, sur cette question-là, il n'y aura pas de tergiversation. Ce qui est certain, ce dont je ne fais pas des plans sur la comète, ce dont je suis sûr, et que le peuple sénégalais est sûr, c'est qu'au soir du 31 juillet 2022, la majorité présidentielle qui existe aujourd'hui, Benno Bokk Yakaar, ne sera pas majoritaire. C'est l'aspiration populaire. Voilà, ça c'était pour compléter la question de Mariam. Et sur votre deuxième question, doyen, juste je finis sur votre deuxième question. Vous nous posez la question sur un autre opposant. On aurait préféré aujourd'hui parler que d'Art Sénégal du début à la fin. On avait misé que toutes les questions tourneraient autour de notre contrat de législature. Mais hélas, vous nous avez posé cette question-là. On est aussi des responsables. On ne passera pas à côté de la question. La réponse, elle est simple. Aujourd'hui, on a demandé aux Sénégalais de sortir et de manifester parce que telle liste ou telle liste a été invalidée ou a été rejetée en partie, en tout cas. Et donc, nous, ce à quoi nous croyons, c'est la respectabilité républicaine, ce sont les lois de la République, c'est la démocratie totale, ferme et entière. Et qui dit démocratie dit respect des lois. Malheureusement, ces listes, je crois que les deux, je parle de cette coalition dont vous parlez, la coalition, il y a eu Askan Wi pour ne pas la nommer, et la coalition Benno Bokk Yakaar ne devait en aucun cas faire partie de ces élections-là. Parce que la loi a été bafouée par ces deux coalitions-là. Malheureusement, le droit tel qu'il est n'a pas été dit par le Conseil constitutionnel. Voilà, sur cette question-là, ce dont nous pouvons répondre. Mais ce qui se fait quand on confectionne des listes, je pense que la coalition qui a prouvé qu'elle était en capacité de comprendre le code électoral, rien que le code électoral pour confectionner les listes, c'est la coalition Art Sénégal et nous en avons le résultat aujourd'hui. Benno Bokk Yakaar, Yewwi et Art Sénégal, vous êtes manifestement la coalition la moins connue, la moins assise en tout cas de mon point de vue. Vos candidats ne sont pas très connus aussi dans le département, il faut le dire. Alors, le défi est immense. Concrètement, quelle est la stratégie que vous allez mettre en place pour inverser la tendance? Merci, monsieur, pour la question pertinente, je dirais. Mais je récuse le fait de dire que nous sommes dans le département la coalition la moins connue. Bon. Moi, je me fie seulement à ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Hein. Bon, parce que sur le plan médiatique national au Sénégal, effectivement, on ne parle pas beaucoup de la diaspora. Alors, la stratégie qu'on va mettre en place, hein, c'est nous déployer sur le terrain. C'est nous déployer sur le terrain. Tout à l'heure, je veux insister sur la présence du candidat Seydou Sow, qui est un véritable homme de terrain. Toutes les semaines, il est à la rencontre de la population. Et si vous veniez un jour assister à ces rencontres-là, vous verrez que quand même on parle d'Art Sénégal. Art Sénégal, bon, peut-être n'est pas encore très connu, mais faites-nous confiance durant la campagne. On aura des assauts médiatiques à faire pour bien nous faire connaître. C'est ça que je disais, c'était l'objet de cette première conférence de presse. Nous faire connaître Art Sénégal, et ça va continuer. Et on va se déployer aussi dans le terrain, un peu partout en province, etc. et tout, pour pouvoir expliquer notre position. Alors, par rapport à, pour compléter un peu à nos mots, ce que Ali a dit, c'est que Art Sénégal, c'est la force tranquille de l'opposition.
La preuve, nous étions les premiers à dénoncer le fait que Yewwi et puis Benno ne doivent pas participer. Maintenant, si vous lisez les articles, etc., tout le monde est édifié, en écartant même certains membres de la société civile qui voulaient faire autre chose. Tout le monde est édifié sur le fait que nous avons raison. Mais la loi, c'est la loi. Ça a toujours été notre position. Même si elle est injuste, c'est la loi. C'est pourquoi nous avons travaillé à bien confectionner une liste et à appeler à ce que les élections se tiennent à date échue. Ça, on a été constant sur ce plan. Alors, vous voyez qu'on a été rejoints. Ceux qui faisaient pas mal de tintamarre nous rejoignent aujourd'hui parce qu'ils vont aller aux élections. Donc nous, on est constant. Alors, moi, ce que je veux que les gens retiennent de nous, de Art Sénégal, c'est leur crédibilité, leur compétence, leur sérieux. Effectivement, monsieur, Art Sénégal n'a jamais appelé pour des troubles. Les troubles, les tintements de casserole, non, non, non. Nous, on va jouer le jeu de la démocratie jusqu'au bout, malgré les écueils qu'on a en face. Parce que l'adversaire ne joue pas franc jeu, quoi. Tout le monde le sait. Voilà. Ils sont dans l'illégalité, ils font ce qu'ils veulent, etc. Et ils ont la justice, ils ont la police. Mais bon, il ne faut pas oublier que Abdoulaye Wade a été défait par les urnes. Et Macky lui-même en avait profité. Voilà. Merci. Sur le programme pour la diaspora, je pense que c'est un programme sur lequel Art Sénégal travaille depuis très longtemps. Mais ce document-là, le 14-14, le contrat de législature, ne peut pas aller dans le détail du programme. On l'a brossé. Mais là, tout de suite, là, les points sur lesquels nous savons que nos députés, je les cite tous en général, j'aime bien les citer, Chérif Ben Amal Ndiaye, Mariam Gueye, Seydou Sow, Ali Bachili, moi-même, Mamkhar Diouf et Ousmane Ndiaye Ponce, c'est une équipe qui travaille et qui réfléchit depuis très longtemps sur les problématiques de la diaspora. Parce que je crois que nous vivons ici depuis plus d'une vingtaine d'années, doyen plus d'une quarantaine d'années maintenant. Donc on connaît parfaitement les problématiques et les différentes couches sociales, en tout cas de cette diaspora européenne. Je parle bien de cette diaspora française, plus particulièrement, mais européenne en général. Il y a des questions sur lesquelles les gens ne parlent pas. C'est trois sociologies. Nos tontons qui vivent dans les foyers, dont beaucoup, on ne les entend pas. Et ils ont besoin de l'administration. Mais l'administration ne va pas vers eux. C'est eux qui allons vers l'administration. Je crois que leur faciliter cette tâche sur les démarches administratives fait partie du programme de Art Sénégal. Allez vers eux. Parce qu'ils sont beaucoup dans les foyers de travailleurs qui ne demandent rien, qu'il faut que travailler et rentrer dans le foyer. Et quand ils ont besoin de l'administration, c'est la croix et la bannière. Donc ça, on va les faciliter. Il y a une deuxième couche sociale de la diaspora. C'est nos jeunes étudiants qui arrivent, qui débarquent en Europe, dans un pays où ils ne se sont jamais arrivés. Ils arrivent, ils ne savent pas à quel sein se vouer. Il y a des structures de l'administration qui doivent aller vers ces jeunes-là. Je pense aux bourses, à la direction des bourses. Sur le logement, je pense au logement. Je pense aux aides pour les inscriptions dans les universités. On nous le remonte parce qu'on parle avec le terrain. Le monde étudiant nous remonte que l'administration sénégalaise, notamment pour les bourses, fait de la sélection par rapport aux étudiants qui sont de leur camp ou ceux qui ne sont pas de leur camp. Ça, ça va être terminé avec Art Sénégal. On nous le rapporte, je dis, c'est au conditionnel. Je saurais, c'est peut-être possible. C'est à vérifier, mais on nous le remonte. Il y a des étudiants qui nous le disent. Et donc ça, si ça existe, Art Sénégal mettra fin à cela. Il y a une autre couche de la population dont les gens ne parlent pas. C'est ni ces étudiants-là, ni ces gens-là qui vivent dans les foyers. C'est les familles qui habitent ici, qui sont implantées ici. Mariam Gueye qui se lève le matin, qui prend son véhicule, qui va déposer son fils à l'école et qui va aller travailler. Peut-être qu'elle a des problèmes avec l'administration sénégalaise et que pour toucher cette administration-là, elle n'a pas un autre moyen que le digital aujourd'hui. Et vous le voyez, ce que l'actualité dit sur le digital au consulat général de France au Sénégal. Donc ça veut dire que nous sommes sensibles aux questions de la diaspora sénégalaise dans ce département-là. Il y a d'autres points, et d'autres, qu'on ne pourra pas développer là cet après-midi. Mais si la diaspora nous fait confiance au soir du 31 juillet 2022,
vous saurez qu'il y aura une rupture, comme nous l'avons évoqué, dans notre contrat. Et cette rupture-là, il va exister que ce qu'on n'a jamais vu de 1960 aux indépendances jusqu'à maintenant. Voilà les précisions que je voulais apporter. Trump, mais s'adresse plutôt aux Sénégalais de la diaspora, parce que ce sont ces Sénégalais que vous êtes en train de conquérir. Donc il serait intéressant, en tout cas mieux, de leur parler de ce qui les concerne au quotidien que de répéter ce qui a été déjà dit. Voilà le sens de ma question. Alors, le dernier point que je voudrais vous aborder avec vous, ça sera un problème d'engagement, parce que, en tout cas, nous, en ce qui concerne les médias, nous voulons nous battre pour que les Sénégalais qui seront élus au soir du 31 dans ce département puissent être des députés, mais qui vont se consacrer entièrement aux Sénégalais de la diaspora. Parce que l'histoire nous a appris que souvent, le poste, n'est-ce pas, ou les postes dans la diaspora sont utilisés comme sorte d'étrier pour conquérir, n'est-ce pas, d'autres choses au Sénégal. Finalement, ils ne sont plus des députés de la diaspora. Alors vous, votre équipe, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez dire à vos électeurs pour les rassurer que vous serez des députés, en tout cas si vous êtes élus, entièrement disposés à travailler pour eux? Voilà. Merci pour votre dernière question. Votre première intervention, c'était pour préciser votre pensée. Je ferai d'abord observer, pour vous répondre, que les députés actuels de la diaspora sont inexistants. Je suis sûr que si je posais la question ici, hein, quels sont les députés de la diaspora qui représentent surtout INCO, les gens ne les connaissent pas. Et non seulement à l'Assemblée, ils font de la figuration. Ils font de la figuration. Moi, je ne les ai jamais vus intervenir ou poser des questions. C'est possible, mais moi, je ne les ai jamais vus. Alors, nous, monsieur, nous serons tout à fait le contraire de cela. D'abord, nous résidons tous en France, ok. On y a des familles, on y est implanté, etc. et tout. On ne va pas abandonner nos familles d'un coup pour aller là-bas. Et pour donner un exemple, le drame qui s'est passé à Melilla, dans les frontières espagnoles, marocaines. Si j'étais député, Inch'Allah, première des choses que j'aurais à faire, c'est de me rendre sur place. C'est de me rendre sur place pour enquêter, parce que jusqu'à présent, hein, d'après mes informations, on ne sait pas s'il y a des Sénégalais ou pas. Voilà, d'accord, ok. Mais en tout cas, le nombre n'est pas précis. Et je vois que le gouvernement n'a pas communiqué là-dessus. Mais c'est le président de la République. Au petit truc. Oui, oui, voilà. Mais ça, c'est le rôle du député de la diaspora. Les migrants, hein, il leur arrive quelque chose, mais va sur place te renseigner, etc. Faire un rapport à l'Assemblée nationale, convoquer la presse pour dire on a été, on a enquêté, on a ceci, on a fait ceci, on a fait cela. Voilà, ça c'est seulement un point. C'est-à-dire qu'on va prendre en charge vraiment hein, tous les problèmes, les problématiques de la diaspora. Chaque fois, parce que bon, on est quand même avant tout hein, les représentants hein, de nos électeurs de la diaspora. Voilà, bon. Des exemples comme ça, hein, je peux les décliner au fur et à mesure, mais en tout cas, on sera, hein, pour un résumé, on sera tout à fait le contraire de nos députés actuels. Moi, je rajouterais simplement qu'on n'est pas là pour réciter les 14 propositions sur la 14e législature. D'ailleurs, on en a, moi particulièrement, j'ai pris juste une partie pour vous l'énumérer, pour ne pas répéter tout ce qui s'était passé au Sénégal, mais c'est notre devoir aussi de mettre l'accent sur certains points, moi qui me semblent importants à défendre quand vous me feriez confiance au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà. De la représentation de M. Sédousso et Art Sénégal. Art Sénégal, bien sûr, je parle toujours au nom de Art Sénégal, mais comme je suis là, pas en tant que Mayana Traoré, mais en tant que Sédousso, c'est la raison pour laquelle j'ai tendance à le préciser et que le propos ne soit pas mon propos à moi. Il ne m'appartient pas. Mais c'est au travers des échanges, en fait, que nous, en tant que groupe, et bien sûr, en tant que groupe qui représente avant tout Art Sénégal, puisque c'est comme ça qu'on est représenté quand on sort, hein, c'est pas Sédousso, c'est comme ça qu'on est représenté. Donc, je peux dire en fait que
et je le constate, hein, c'est vrai que je ne vous avais pas rencontré avant, cette multiculture, en fait, ce côté multiculturel, qui est une valeur ajoutée et que je sais que Sédou n'a eu de cesse en fait de nous rappeler que c'était une valeur qu'il fallait mettre en avant. Et son équipe, c'est vrai que c'est impressionnant parce que on est tellement mélangés. Vous allez retrouver des Soniké, vous allez retrouver des Peul, vous allez retrouver des Olof, et on est tous ensemble. Quand on se déplace ensemble. C'est-à-dire que on va voir des Soniké, c'est ensemble. On va voir des Peul, c'est ensemble. Et ça, ce côté-là, je le vois là. C'est vraiment au sein de Art Sénégal que je le vois. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Et c'est la valeur ajoutée en fait de cette coalition en fait. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité politique sénégalaise, mais il y a quelques mois, effectivement, cette violence dans notre Parlement est arrivée à son paroxysme. Ça s'est exprimé de telle sorte que 2 députés, je crois qu'en sont venus aux mains et que l'un a déchiré l'habit de l'autre et l'autre a perdu sa chaussure, je crois. Vous vous rappelez de cet épisode-là? Notre tête de liste nationale de la coalition Art Sénégal avait tweeté pour fustiger cette attitude-là. Et quand il a fustigé cette attitude, il a reçu un torrent d'insultes à travers les réseaux sociaux. Et donc je crois que pour que cette violence cesse, il faut que d'abord cette élite sénégalaise montre l'exemple. Je ne dis pas que cette élite, elle est mieux que l'ensemble de la population, mais quand on fait partie de l'élite et quand on aspire à prendre des responsabilités dans un pays, il y a un certain comportement qu'il faut avoir. Et ce comportement-là, je pense que les leaders qui composent Art Sénégal l'ont montré, démontré X fois. Que ce soit le docteur Abdourahmane Diouf, que ce soit Thierno Bokoum, que ce soit Cheikh Omar Sy, notre tête de liste Thierno Alassane Sall, que ce soit la Benjamin, d'ailleurs, qui a ce jour-là pris la parole sur l'autel de l'Assemblée nationale pour les ramener à la raison, pour leur faire même une leçon de morale de la part de la Benjamin de l'Assemblée nationale. Donc je crois que sur ces questions-là, du respect des institutions républicaines, la coalition Art Sénégal ne recevra aucune leçon de qui que ce soit dans le landerneau politique. Voilà le mot de fin. Je laisserai nos candidats clôturer cette conférence de presse. Je vous remercie. Nous nous appelons Alternative pour une assemblée de rupture. Art Sénégal. Qu'est-ce que ça veut dire en Wolof, Art Sénégal? Protéger Sénégal ou sauver Sénégal. Voilà. Donc, toute notre législature sera marquée par ce fait-là. On n'arrêtera pas de fustiger, hein, parce que les insultes et les bagarres dans l'Assemblée, vraiment, ça c'est une très mauvaise image de l'Assemblée. On fera en sorte qu'il n'y ait jamais plus de députés qui manipulent de la fausse monnaie, des députés qui vendent des passeports, des députés qui rentrent dans n'importe quel trafic. Et ça, certainement, ça fera l'objet de propositions de loi pour renforcer les règlements intérieurs. Parce que pour moi, un député qui vend des passeports, hein, mais ça c'est l'exclusion immédiate, quoi. Immédiate. Je voulais simplement, symboliquement, pour montrer notre attachement à la jeune féminine, Art Sénégal, laisser notre camarade Mariam Gueye clôturer cette discussion avec nos compatriotes. Maintient l'équilibre au niveau national et international de par leur comportement, de par leur attitude. Et j'appelle toute la diaspora à donner la chance à moi, Mariam, à Chérif et à Seydou, parce qu'il ne suffit pas juste d'avoir certaines compétences, certaines hautes compétences. Moi, je pense que ce qui manque actuellement, c'est la motivation de faire. Vu qu'on habite ici, vu qu'on a traversé pas mal de choses, qu'on partage avec cette diaspora-là, on est en même de les représenter au niveau de l'Assemblée et de porter leurs projets, de les représenter dignement. Donc sur ce, je vous remercie tous d'être venus et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.